Bah, écoutez, moi je suis un pur produit de l'école publique. Je suis une enfant d'une famille très, très modeste qui a beaucoup aimé l'école, qui a été impressionnée par ses enseignants et qui a voilà, développé un goût pour l'apprentissage et la transmission. Voilà, c'est pour ça que j'ai voulu devenir maîtresse d'école. C'était mon rêve, je le suis devenue. Puis ensuite, bah, mon ouverture aux autres, mon envie de servir, d'être utile m'a conduit à la responsabilité politique. J'ai d'abord été adjointe au maire, conseillère départementale. Ensuite, j'ai été députée. J'ai été appelée au gouvernement par Lionel Jospin. Je suis redevenue maire de ma commune. Et puis maintenant, je suis sénatrice. Donc, c'est un parcours citoyen, républicain, au service de mes concitoyens. Bah écoutez, je continue de travailler comme j'ai toujours fait, c'est-à-dire en proximité. J'habite chez moi, à Éragny, j'ai ma permanence à Éragny. Je prends le train pour venir au Sénat, le train, le métro. Je viens au moins 4 ou 5 fois par semaine, des grandes journées où je travaille sur mes dossiers. Je participe aux réunions de commission, aux ateliers, aux réunions des organismes extérieurs auxquels je suis nommée ou que je préside, puisque j'en préside deux. Et puis, bah, je reste en contact avec les forces vives de mon département pour veiller à ce que le processus législatif auquel je participe ou le processus de contrôle de la politique nationale auquel je participe eh bien, corresponde véritablement aux attentes et aux besoins de mes concitoyens. Voilà, donc j'ai une petite équipe de 3 collaborateurs qui me sont payés par le Sénat pour assumer mes responsabilités. Donc la permanence à Éragny, 2 collaborateurs ici, un qui est plutôt spécialisé sur l'enseignement supérieur, la recherche, les relations avec les associations étudiantes, et puis l'autre sur le handicap, les questions sociales, puisque je préside le Conseil national consultatif des personnes handicapées. Et puis pour les 2 autres missions qui m'ont été confiées, à savoir un rapport sur l'intelligence artificielle dans le cadre de l'OPEXT, j'ai bénéficié de l'assistance d'un administrateur du Sénat. Et pour l'autre responsabilité de culture scientifique, technique et industrielle, je bénéficie de l'assistance d'une cadre de la Direction générale de la recherche et de l'innovation. Bah, j'ai rencontré beaucoup de personnes qui m'ont marqué, alors donc il faut faire une petite sélection. Donc je vais vous dire, d'abord quand j'étais toute petite, toute jeune, bah, c'est ma maîtresse de cours préparatoire bon, qui m'a beaucoup encouragée, beaucoup marqué et qui a créé une forme d'exemple dans lequel j'ai voulu entrer. Ensuite, quand j'ai préparé le concours d'entrée à l'école normale, j'ai rencontré un professeur qui était remarquable du point de vue de l'ouverture, de la culture, et tout ça. Donc voilà, Monsieur Picard, c'est pour moi aussi quelqu'un de très présent dans ma mémoire, dans mon panthéon personnel. Puis ensuite, du point de vue politique, bon, je suis entrée au Parti socialiste dans le sillage de Michel Rocard, donc c'est quelqu'un qui m'a beaucoup impressionné, dans la relation de qui j'ai beaucoup appris. Et puis ensuite, un homme politique qui m'a beaucoup inspiré, qui continue de m'inspirer par sa rectitude et ses méthodes de travail, c'est Lionel Jospin. Puis alors dans le milieu scientifique, bah, tout à fait dernièrement, bah, j'ai rencontré Thomas Pesquet, c'est une grande joie, et j'ai suivi son séjour dans l'espace, sa communication. Je pense que c'est quelqu'un vraiment de remarquable et qui marque notre siècle. Puis dans un autre secteur, de quelqu'un qui est peut-être plus discret, mais qui est très très important aussi dans ma prise de conscience, c'est Jean Jouzel, qui est un chercheur dans le domaine de l'environnement, qui est très, très précieux pour moi dans ma pensée, dans ma réflexion. Voilà. Alors, l'Office parlementaire est une organisation qui a été créée par la loi
et qui est constitué de 18 députés, 18 sénateurs désignés par leurs assemblées, alors avec un dosage proportionnel en fonction de la représentation des groupes, et qui a vocation à travailler sur les sujets scientifiques, techniques, pour éclairer les parlementaires, les collègues parlementaires, le gouvernement, sur des questions scientifiques émergentes ou des questions qui posent, des sujets qui posent question avant qu'ils ne soient des problèmes, pour qu'on les comprenne mieux et qu'au moment de prendre des décisions, eh bien, il y ait un éclairage qui soit apporté par une assemblée, une organisation qui a vocation à réunir l'ensemble des travaux, à les analyser, à les synthétiser pour qu'ils soient compréhensibles par les parlementaires et qui sont après amenés à en débattre et en délibérer. De tout temps, je pense que la science, l'enseignement de la science a été important. C'est ce qui permet le progrès de la société, ce qui permet son évolution, ce qui permet aussi l'émancipation des hommes et des femmes. Et dans la période que nous vivons, je pense que c'est peut-être encore plus important parce que le partage de la connaissance, l'accès à la connaissance est tellement rapide que si nos esprits ne sont pas formés, eh bien, ils peuvent être sujets à des influences ou à des craintes ou à des peurs qui sont néfastes au bon équilibre social, à l'éthique et à l'évolution du progrès. La peur, la crainte d'être une victime stérilise les choses, alors que la science a besoin de liberté pour avancer, pour chercher. Il faut aussi qu'elle soit cadrée, qu'elle ait un encadrement éthique qui fasse que on ne produise pas des monstres scientifiques, mais que à chaque fois les progrès de la science soient au service du plus grand nombre, au service de la société. Donc l'apprentissage des sciences, l'enseignement des sciences me paraît essentiel dans cette démarche d'émancipation, pour rester dans l'esprit des Lumières. Voilà, la France a cette réputation et je pense qu'il faut qu'on continue de travailler dans ce sens et qu'on ait une fréquentation régulière dans la population de manière démocratique mais en même temps non populiste de ce qu'est l'évolution de la science aujourd'hui pour que chacun puisse avoir l'esprit ouvert, éclairé et prenne des décisions en bonne et due forme. Alors les grands défis, je pense que d'abord c'est de maîtriser les progrès scientifiques, de comprendre ce qui se passe, mais c'est aussi de favoriser la plus grande mixité dans les équipes de recherche. Mais mixité de tous les points de vue, mixité d'origine sociale, mais aussi géographique, pour que les différentes cultures puissent contribuer à l'évolution, à l'appréciation des découvertes et de la science, et puis mixité de genre entre les filles et les garçons. Bon, il y a des progrès quand même, des choses ont été faites ces dernières années pour sensibiliser les filles aux carrières scientifiques, aux sujets scientifiques. Néanmoins, on constate qu'il y a des domaines de la science qui sont moins recherchés par les filles que les garçons, et je pense que c'est dommage. Il faudrait qu'on ait une plus grande mixité pour avoir un équilibre dans l'intérêt des découvertes et surtout dans l'application, la mise en œuvre des découvertes au bénéfice de la société. En sachant entre guillemets que les filles sont plutôt jusqu'au bac et à l'université très bien classées majoritairement. Donc, oui, alors là c'est un paradoxe, c'est tout à fait le paradoxe, c'est que les filles travaillent bien, elles ont des bons résultats, elles sont pugnaces, elles sont voilà, et arrivé à un moment on ne les retrouve pas. Alors pourquoi arriver à un niveau de formation on ne les retrouve pas? Donc il y a des explications sociologiques, physiologiques aussi, qui sont liées au parcours féminin, à la maternité, Bon, mais néanmoins je pense que dans une société moderne
moderne, ce sont des obstacles qu'on devrait pouvoir dépasser par une meilleure prise en considération, par un meilleur partage des tâches, par une estime mutuelle entre les filles et les garçons qui fasse que les filles ne soient pas apeurées à rentrer, inquiétées à rentrer dans des domaines scientifiques où elles pourraient exceller, mais où elles peuvent être ne pas avoir envie de rentrer parce qu'elles considéreraient que c'est un milieu trop masculin ou trop voilà, et puis que les garçons puissent aussi considérer que la mixité dans une équipe, c'est un facteur d'efficacité et d'amplification de la capacité à faire et à chercher. D'ailleurs, dans les nouvelles équipes, chez les jeunes diplômés, chez les jeunes chercheurs, je remarque ça avec beaucoup plus de fréquence, même dans le milieu informatique, mathématique, on voit de plus en plus de filles qui trouvent leur place et qui sont très appréciées, et qu'il n'y a pas de problème de genre. Là, j'ai fait un travail sur l'intelligence artificielle et j'ai eu vraiment la bonne surprise de constater que dans certaines équipes, il y a vraiment une bonne répartition entre les gens. Alors, les systèmes de formation sont un peu différents suivant les pays. Bon, il me semble que du point de vue de la qualité de la formation, la France est très bien reconnue, que les formations françaises sont recherchées. D'ailleurs, on accueille beaucoup d'étudiants étrangers qui viennent passer leur troisième cycle d'études en France. C'est pas pour rien, voilà. Et les diplômés français sont recherchés. Alors, il y a eu une mythologie de la fuite des cerveaux. Ça veut dire que les diplômés français sont appréciés à l'étranger, sont recherchés. Mais je dis aussi que les étrangers, les étudiants étrangers viennent en France pour parfaire leur formation et acquérir des diplômes français. Donc l'équilibre est quand même assez... c'est équilibré entre les départs et les arrivées. Et puis, il y a des retours. Je vous donnais tout à l'heure l'exemple de Yann Lequin, qui est un des plus grands mathématiciens, statisticiens français, qui avait été recruté par Facebook, qui est allé faire plusieurs années aux États-Unis et qui est revenu en France pour ouvrir un laboratoire Facebook et qui travaille beaucoup à l'ouverture de la recherche en intelligence artificielle dans ce qu'il considère être un écosystème favorable à l'émergence des plus grandes découvertes et des meilleures équipes. Donc je pense que l'arrivée de Yann Lequin l'année dernière en France a beaucoup contribué à mettre un éclairage positif sur la qualité de la formation. Les différentes stratégies développées par le gouvernement précédent, stratégie nationale de l'enseignement supérieur, stratégie nationale de la recherche, stratégie nationale de la culture scientifique, technique et industrielle, et là dernièrement, au mois de mars, stratégie France intelligence artificielle, vont dans le sens de l'affirmation des capacités de la France à former les élites, à former l'excellence et à attirer les regards positifs sur nos capacités de formation. Alors après, il faut que ça soit aussi vécu au niveau européen, parce que je pense que voilà, dans l'équilibre international recherché, dans le concert des nations, l'Europe est plus audible et on peut démultiplier les choses. On voit bien d'ailleurs avec les équipements, les grandes infrastructures de recherche au niveau européen qui sont très, très performantes. Et puis avec ce qui se passe dans le contexte international, les volte-face du président Trump, la qualité de la formation, de la recherche, de l'accueil en France peut être bien perçue. Et je pense que là, il y a une opportunité justement pour affirmer la qualité de la science en France.
Voilà. Alors on a actuellement un rapprochement nécessaire entre les formations techniques, type ingénieur dans les grandes écoles, et les formations académiques universitaires. C'est indispensable pour qu'il y ait une meilleure appréhension, une meilleure compréhension des parcours et des compétences qui sont aujourd'hui complémentaires. Donc ça, c'est à l'œuvre depuis déjà plusieurs années. Je pense que ça devrait se poursuivre. Merci Thomas. Ça devrait se poursuivre pour une meilleure reconnaissance des diplômes dans le développement académique et le développement industriel, économique. Il y a aussi un gros travail qui a été fait ces dernières années pour faire reconnaître le diplôme de docteur comme un diplôme opérationnel, professionnel. Pas seulement dans la recherche académique, mais aussi dans la conduite, le management, le pilotage d'entreprises. Alors la difficulté, c'est que s'offrir un docteur quand on est une PME, c'est peut-être un peu compliqué, d'où l'intérêt des organismes de transfert qui sont organisés et qui peuvent mettre à disposition d'une PME ou d'un groupement de PME des temps de diplômés pour faciliter soit la reconversion, soit le développement de ces petites et moyennes entreprises, puisque les grands groupes, eux, maintenant, sont dans la capacité de le faire, et la recherche privée et la recherche publique coopèrent quand même de mieux en mieux. Et puis on constate aussi que beaucoup de jeunes diplômés se lancent dans l'entrepreneuriat à travers des start-up pluridisciplinaires qui trouvent facilement leur place sur le marché économique, sur le marché de l'emploi ou sur le développement économique, ou s'ils ne trouvent pas, bon, ben, ils recommencent. Enfin, il y a une dynamique de création d'entreprises qui mérite d'être observée, qui a été observée ces derniers temps par les organismes gouvernementaux et que le président Macron souhaite amplifier. Alors moi je trouve ça indispensable effectivement, parce que d'abord c'est un maillage d'esprit éclairé, curieux, tout à fait intéressant. C'est une question aussi de démocratisation de la science, de la connaissance, une médiation scientifique intéressante pour justement rendre la science accessible, compréhensible par l'ensemble de nos concitoyens. Je pense que les associations de culture scientifique, elles sont aussi garantes de la qualité de l'information scientifique et peuvent être des contre-feux à des actualités un peu trop, enfin des actualités un peu trop sensationnelles sur des découvertes et tout. Bon, ça permet de relativiser, de ramener à la raison, voire de contrebalancer des nouvelles fausses qui seraient diffusées. Bon, vous voyez bien de quoi je veux parler. Et puis c'est aussi une question de responsabilité sociétale. La culture scientifique, elle doit être partagée, et les associations scientifiques sont vraiment le fer de lance de cette responsabilité sociétale, de partage, d'infusion de la culture scientifique. Alors d'abord que je les félicite de s'intéresser aux sciences techniques, et je les encourage à développer leur imagination, à jouer avec les découvertes, avec les serious games, vraiment considérer que la science, la technique, c'est un espace ludique où la créativité intellectuelle, culturelle a toute sa place. D'exercer leur questionnement, de chercher comment ça marche, pourquoi, qu'est-ce qu'on peut faire de plus, de développer leur curiosité, de jamais se satisfaire de réponses toutes faites, d'aller chercher la vérité, voilà, de partager, de co-construire. Je crois que c'est vraiment... c'est ce que je fais, c'est ce que je faisais quand j'étais maîtresse d'école, c'est ce que je fais avec mes petits-enfants, toujours susciter la curiosité, mettre dans les mains
des jeunes des outils qui leur permettent d'accéder à une connaissance facilement, mais de se questionner, de comprendre comment ça marche et pourquoi ça marche comme ça et quelle serait une meilleure manière d'utiliser, enfin voilà, démonter un vélo pour le remonter, démonter un poste radio pour le remonter, faire des expériences comme ça, je pense que c'est intéressant. Il faudrait que les parents encouragent tous les enfants à bricoler dans la maison, à chercher le pourquoi du comment d'un appareil pour éviter d'être esclave de la technologie, mais d'en être maître. Voilà. Quand dans les travaux que j'ai faits sur l'intelligence artificielle, je dis qu'il faut qu'on ait une intelligence artificielle maîtrisée, donc une intelligence technique, une technologie maîtrisée et au service du bien-être et du plus grand nombre.